Réformant le Code du travail ont fêté leur 1 an, premier chantier d'envergure du quinquennat d'Emmanuel Macron. Elles avaient pour objectif d'assouplir les règles pour les entreprises en passant entre autres par le plafonnement des indemnités au prud'homme. Alors voyez concrètement les conséquences de cette réforme dans cette PME parisienne avec Samia Dechir. Avec une croissance annuelle de 40% du chiffre d'affaires, Boxtal recrute. Dans cette entreprise qui gère les envois de colis des commerçants en ligne et PME, 3 postes sont actuellement à pourvoir. Il y a Pablo qui part le 25 et Léa revient bien à partir du 1er octobre. Du coup, la passation va se faire avec Carole. Sa dirigeante n'a jamais eu affaire au prud'homme, mais depuis que la loi travail a plafonné les indemnités prud'homales, elle se sent plus sereine pour embaucher. Si jamais ça ne fonctionne pas pour une raison ou pour une autre, du fait du collaborateur ou de notre fait, finalement, on n'a pas une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui est d'être condamné au prud'homme à, mettons, 24 mois d'indemnité. Autre changement apporté par la loi travail, la fusion des instances représentatives du personnel. Avant la réforme, une entreprise de 11 salariés devait avoir un délégué du personnel. Au-delà de 50 salariés, la création d'un comité d'entreprise et d'un CHSCT devenait obligatoire, soit 3 instances en tout. Un seuil que Virginie Ducrot évitait donc de franchir. Désormais, il n'y a plus qu'une instance unique à partir de 11 salariés. On a une instance qui est le comité social et économique, qui du coup est beaucoup plus facile et on a moins peur de dépasser ce seuil de 50 et on est du coup beaucoup plus libre d'embaucher sans avoir les yeux rivés sur son effectif. Boxtal compte aujourd'hui 48 salariés et devrait bientôt dépasser le fameux seuil des 50. Alors quel bilan pour la réforme du Code du travail? On ouvre le débat dans Sénat 360. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Christine Lavarde. Bonjour, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice LR des Hauts-de-Seine. Face à vous, Sophie Taillé-Polian. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice socialiste du Val-de-Marne. Rachel Sada, bonjour. Vous êtes avocate spécialiste du droit du travail et de la protection sociale. Et pour nous éclairer, Isabelle Moreau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de la rédaction au pôle social d'AEF. C'est l'agence éducation, emploi, formation AEF Info. Merci à toutes les 4. Je voudrais vous faire réagir à ce reportage puisque c'est un cas bien particulier d'une PME parisienne. Ça ne reflète pas la réalité de ce qui s'est passé depuis 1 an, selon vous, Sophie Taillé-Polian? Écoutez, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans chacune des entreprises de ce pays, mais ce que je sais, c'est que cette chef d'entreprise dit qu'elle va pouvoir être plus tranquille, plus sereine pour embaucher. Mais quand on parle des indemnités prud'homales, je rappelle quand même qu'on parlait d'indemnités liées à des licenciements abusifs, c'est-à-dire à une infraction commise par les entreprises qui licenciaient sans cause réelle et sérieuse. Donc, moi, je veux juste dire qu'il ne faudrait pas que cette chef d'entreprise pense que maintenant, elle peut licencier les gens sans cause réelle et sérieuse. Il y avait déjà quand même des possibilités de licencier quand on avait des causes. Je le redis, c'est parce que ce sont les termes juridiques, réelles et sérieuses. Après, moi, ce que je constate, et ce qui a été constaté aussi notamment par la CFDT, qui a aussi fait un travail auprès des entreprises et des syndiqués pour voir comment se passaient les négociations, le dialogue social à l'intérieur des entreprises. Il y a un comité de suivi. On a été quand même au point mort sur tout ce qui est santé au travail, parce que les CHSCT ont cessé et les CSE ne sont pas encore mis en place. Je rappelle juste que quand même on parle du corps, de la santé des employés et des salariés, donc on n'en a pas 2. On va y venir si vous voulez bien, et donc voilà, donc comme on a été très loin très vite, sans mettre en place quand même une période de transition, je pense quand même que ça a été à la défaveur notamment des questions de santé au travail. Maître Sada, est-ce que vous avez eu ce sentiment que patrons et salariés finalement, avec cette réforme du Code du travail, se passe de plus en plus de la justice? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce reportage, on voit que la chef d'entreprise dit « Je n'ai jamais eu de prud'homme, mais j'ai quand même beaucoup moins peur ». Donc déjà, ça dégonfle le mythe qui est que les salariés se précipitent toutes les 5 minutes au prud'homme, mais ça fait partie d'un des constats erronés qui ont dicté cette réforme, premièrement. Deuxièmement, elle dit « J'ai peur des prud'hommes et d'être condamnée à 24 mois de salaire ». Alors d'abord, ce chiffre ne correspond à rien.
Les études qui ont prétendument servi à la réforme n'ont jamais eu lieu. Et il y a un raisonnement de bon sens qui militait contre la fixation d'un barème, c'est que les prud'hommes, c'est une juridiction paritaire. Il y a 2 patrons, 2 salariés. Pour qu'il y ait une condamnation, il faut que au moins un patron accepte de condamner. Donc, par nature, les condamnations de la juridiction prud'homale sont balancées, équilibrées, correspondent à un compromis. Donc, s'il y a 24 mois, c'est que le préjudice correspond à 24 mois. Et au surplus, quand ça part devant la cour d'appel, eh bien, on sait que le taux de confirmation des cours d'appel, dans l'ensemble, et un peu de manière approximative, mais c'est très proche de la réalité, est de 70%. Donc, partir du principe qu'il fallait mettre un barème parce que les juridictions prud'homales faisaient n'importe quoi, c'est un mensonge absolument éhonté qui ne correspond à aucune réalité. Alors, pour répondre plus précisément à la question, est-ce que ça fait diminuer le contentieux des prud'hommes? En réalité, ce qui amène la réforme du Conseil des prud'hommes et le barème, c'est que les gens renoncent à défendre leurs droits. Et ça, c'est dramatique. Ouais. Ça a un effet malgré tout. Isabelle Moreau, c'est vrai que le nombre de recours au prud'homme a fortement diminué. Alors on ne sait pas si c'est effectivement directement lié à cette réforme par ordonnance du Code du travail. Oui, en tout cas, les chiffres sont là. On observe que ça baisse. C'est vrai que ça a diminué, mais de manière un petit peu quand même au fil de l'eau. Il y avait déjà eu des choses qui avaient été mises en place par la loi El Khomri. Ensuite, ça a été confirmé par la loi Macron. Donc oui, ça baisse. C'est vrai que c'est plus compliqué aujourd'hui d'aller au prud'homme. Il y a les délais qui ont été raccourcis. C'est vrai que aujourd'hui, il y a aussi pas mal de conseils de prud'homme, mais ça date de Rachida Dati qui ont fermé. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué d'y aller. Mais je voudrais revenir quand même sur ce que disait cette chef d'entreprise. C'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, c'est que ça a été mis en place, ces ordonnances ont été mises en place pour aider et vaincre la peur des chefs d'entreprise dans l'embauche. Bon, je rappelle quand même qu'il y avait le principe de la période d'essai qui permet quand même d'évaluer un salarié. Bon, imaginons qu'on se soit trompé pendant la période d'essai. C'est vrai que les choses étaient quand même assez encadrées. Et le corollaire, c'était aussi l'embauche. Aujourd'hui, on voit que les créations d'emplois sont bien sûr positives. Elles augmentent moins que ce qu'escomptait le gouvernement. Quand même nuancer, hein. Voilà, donc on se dit qu'avec toutes ces nouvelles règles, il n'y a pas non plus des embauches massives. Par contre, ce que je voudrais aussi rappeler, c'est qu'on dit qu'on est 1 an après les ordonnances. On n'est pas vraiment 1 an, puisque, par exemple, pour le CSE, voilà, exactement, on est plutôt à 9 mois. Appliqué. Donc aujourd'hui, il y a un bilan qui a été fait, on pourra peut-être y revenir, mais c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu tôt aujourd'hui pour mesurer véritablement l'impact des différentes mesures. Ouais, c'est vrai qu'il faut attendre peut-être encore un peu plus longtemps. C'était une réforme qui s'inscrit dans la durée. Néanmoins, on le voit, ça a été confirmé par les chiffres du ministère du Travail. Cette baisse du recours au prud'homme, c'est un effet direct de la réforme selon vous? Comme le disait très justement l'intervenante précédente, on n'a fait que continuer des choses qui avaient déjà été commencées. Il y avait dans le premier projet de loi El Khomri des choses qui allaient beaucoup plus loin. Finalement, le gouvernement avait reculé pour mettre en place un barème indicatif. Les ordonnances sont juste venues mettre un barème maximum. Bon, en faisant ça, on n'a pas changé fondamentalement la philosophie. Et je pense qu'on n'a pas été assez loin dans la libéralisation du travail, dans le fait d'avoir un recours plus souple à certains types de contrats. Donc ces ordonnances, elles ont fait peut-être un petit bout du chemin, mais elles n'ont pas été assez loin pour avoir une plus grande confiance et une meilleure relation de confiance entre salariés et employeurs. Et effectivement, là, c'est court, ça fait 9 mois. L'étude qui a été citée, dont les résultats ont été publiés fin juin, montre bien que les ordonnances travail, globalement, elles sont connues en masse, mais elles ne sont pas connues dans le détail. Donc quand on en arrive là, l'application concrète au quotidien, et puis on le voit bien, sur tout ce qui est par exemple les accords de branche, il n'y avait encore qu'une seule branche, la métallurgie, qui avait signé un accord de ce type. Donc on n'est vraiment que dans les prémices. Projet, tout à fait. Voilà. Donc il faudrait se revoir dans peut-être encore 1 an. On aura l'occasion d'en reparler. Sophie Taillé-Polian, d'autant que les effets sur l'emploi ne sont pas forcément visibles. Là aussi, il faut encore attendre ou peut-être que ça n'aura jamais d'effet sur les créations d'emplois.
Ça aura peut-être un effet sur les créations d'emplois, mais de quel type d'emploi parlons-nous? Parce que ces réformes-là, elles ont été tentées dans beaucoup de pays européens et ce qu'on observe, c'est une augmentation de la précarité, une augmentation des emplois de mauvaise qualité. Alors si c'est effectivement ce qu'on souhaite, si on pense que c'est ça qu'il faut faire, qu'il faut transporter, déplacer le risque qui pesait sur les entreprises, sur les individus, et puis en plus après leur dire que s'ils ne trouvent pas de travail, c'est de leur faute et qu'ils n'ont qu'à traverser la rue et que par ailleurs on va leur diminuer progressivement les allocations chômage, écoutez, nous, à gauche, nous ne pouvons pas rentrer dans cette logique-là. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Quand on écoute le gouvernement, il prône la société du risque, mais le risque, c'est pour les plus faibles. Rachel Sada, est-ce que ça a malgré tout permis l'émergence d'une nouvelle ère dans les rapports entre les patrons et les salariés, notamment dans les TPE-PME? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'en réalité, toute la réforme fait l'économie de la réflexion sur ce que c'est le déséquilibre entre l'employeur et le salarié. Et part d'une fiction qui existait au XIXe siècle et qui existait même au XVIIIe siècle, au moment de notre Révolution, c'est que les individus sont totalement égaux et qu'ils négocient en toute autonomie. Alors, dans les TPE ou dans les PME, imaginez que des ordonnances modifient la perception que l'on a de soi-même, c'est-à-dire la perception d'être un employeur, chef d'entreprise. Je rappelle qu'il a le pouvoir de direction, d'organisation, le pouvoir disciplinaire. C'est un mythe, c'est un leurre que de penser que l'on va installer un dialogue d'égal à égal et que l'on va discuter sur la rupture, etc. Ça n'a pas permis de rééquilibrage, cette Absolument réforme, pas, ça a même augmenté le déséquilibre, puisque je rappelle quand même que il y a eu aussi une réforme de la procédure prud'homale qui, à partir d'août 2016, qui rend la saisine du Conseil des prud'hommes beaucoup plus difficile, en dehors des questions de barème et de limitation des condamnations. Et dans le cadre de cette procédure, alors que le salarié est lui-même victime d'un licenciement, c'est à lui de commencer par faire la démonstration en produisant des pièces, tandis que l'employeur lui-même n'a pas l'obligation, au moins dans un premier temps, de justifier sa décision. Donc tout ça est un discours qui correspond à ce qui vient d'être dit, à savoir qu'on est dans une société où il faut savoir prendre des risques, être responsable et savoir... Traverser la rue pour trouver un emploi? Je fais de la provocation volontairement parce que cette phrase a fait réagir. Oui, Après Mri, il n'y a pas d'emploi. Voilà. On l'a vu, c'est dans la Nièvre. Dans le reportage qui a été diffusé, à Territoire zéro chômeur. Donc on peut traverser toute la campagne. Les emplois, il n'y en a pas. Isabelle Mouroy, avec le recul, elles étaient vraiment adaptées, ces ordonnances, aux demandes des entreprises? En tout cas, c'était un souhait des entreprises de vouloir justement réformer le Code du travail. Est-ce que c'était adapté aujourd'hui? Ils ne sautent pas de joie. Par contre, il y en a pas mal qui ont quand même souligné, notamment avec la mise en place du CSE, que donc les 3 instances étaient fusionnées en une, que ça allait faciliter. Une refonte de la représentation des salariés. En termes de représentation des salariés, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a 9000 CSE qui ont été signés. 9000 CSE, ce qu'on ne sait pas, c'est s'ils ont été négociés avec les organisations syndicales, si c'est une volonté unilatérale de l'employeur. Donc on a des chiffres aujourd'hui qu'on a du mal encore à analyser parce que ce sont les premiers chiffres et que tout le monde s'attendait à ce que le gouvernement communique un petit peu plus tard. Certains syndicats souhaitaient que certaines choses, certains thèmes soient négociés au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, quand on rencontre les entreprises, elles connaissent la réforme, c'est ce que vous disiez, mais pas forcément le fond. Donc aujourd'hui, elles ne savent pas très bien ce sur quoi elles vont négocier. Bien sûr, c'est plus facile dans une grosse et dans une petite. Au niveau des branches, aujourd'hui, on a parlé de la métallurgie qui est toujours mise en avant parce qu'elle a toujours été allante sur les questions sociales. Les branches aujourd'hui sont priées de se regrouper, elles ne sont pas toutes en très grande forme, mais normalement, c'est quand même ce sont elles qui doivent sécuriser pour les PME. Donc aujourd'hui, c'est pas encore du tout engagé. On va voir ce qui va se passer. Il y a peut-être des choses bien qui vont émerger. Pour l'instant, c'est balbutiant. Des choses sont mises en place. On nous cite toujours un peu les mêmes entreprises, que ce soit Renault et autres.
Après, certaines ont mis en place aussi des parcours pour les anciens délégués syndicaux pour qu'ils ne se retrouvent pas sans rien. Pareil, ça démarre. Espérons que ça fera tache d'huile, notamment dans les grandes entreprises. Ouais. D'autant que le taux de chômage fait le yo-yo, Christine Lavarde. On a vu des évolutions positives et puis de nouveau, on atteint des records avec une croissance qui se fait attendre. Effectivement, alors le problème du chômage est bien un peu cette différence entre l'offre et la demande. Et aujourd'hui, on a une offre d'emploi qui ne correspond pas à la demande, puisqu'effectivement, si on regarde aujourd'hui, il y a, alors suivant les études, entre 150 000, 250 000 offres d'emploi non satisfaites. Mais effectivement, dans des secteurs précis, que sont des secteurs, alors hôtellerie, restauration, le bâtiment, et puis aussi après des secteurs hautement qualifiés, l'informatique, par exemple. Et on n'a pas en face aujourd'hui des personnes à la recherche d'un emploi qui offrent ces compétences. Donc il faut vraiment pose des questions de formation professionnelle. Exactement. Donc aujourd'hui, il y a des initiatives qui ont été prises. Après, on voit bien que si les résultats il doit y avoir, ce seront forcément des résultats de moyen terme. Donc on ne répond pas à la question de aujourd'hui, comment fait-on pour diminuer ce chômage structurel, résiduel, les demandeurs de catégorie A, parce que c'est bien là que se pose la question. Sophie Taillé-Polian. Oui, je dirais que le problème global, c'est quand même le chômage de masse. Même si on trouvait estimation haute, 300 000 personnes qui correspondent à ces fameux emplois qui ne trouvent pas preneurs, il resterait quand même 6 200 000 personnes qui sont à la recherche d'un emploi. On compte les catégories B et C. Oui, voilà, parce qu'il y a effectivement des gens qui travaillent, mais temporairement, à temps partiel subi, etc. Donc, bon, on peut toujours dire qu'il y a des emplois qui ne sont pas pourvus. C'est vrai. Et bien sûr qu'il faut augmenter, améliorer l'accès à la formation, etc. C'est vrai aussi. Mais il faut arrêter de raconter cette fable selon laquelle c'est grâce à ça qu'on va réduire elles ont servi à libéraliser le marché du travail et à reporter le risque qui était inhérent aux chefs d'entreprise sur les salariés. Mais les salariés ne sont pas davantage protégés, contrairement à ce qu'avait promis le gouvernement. Ouais. Est-ce que ça a un impact sur les contentieux, Rachel Sana ? Le droit, c'est une arme. Donc, ces ordonnances, elles ont servi à désarmer les salariés. Ça, si on pouvait le résumer. Et moi, je n'ai aucune espèce d'illusion sur le fait que ça créera des emplois parce que les constats étaient erronés, donc ça ne créera pas d'emplois. C'est fait pour désarmer, c'est pas fait pour créer de l'emploi. Donc c'est fait pour sécuriser les entreprises. Et aujourd'hui, pour vous donner un seul exemple, parce que c'est un mouvement de fond, on désarme depuis une dizaine d'années. Le temps pendant lequel on a le droit d'agir contre une décision de son employeur. En 2008, c'était 30 ans. Peut-être que c'était trop, c'était issu du Code Napoléon, peut-être que c'était trop. Ça passe à 5 ans. Aujourd'hui, pour contester un licenciement, on n'a plus qu'1 an. C'est-à-dire en 9 ans de temps, on a perdu 29 ans d'action. Et pareil pour les salaires, on avait 5 ans, on n'a plus que 3 ans. C'est-à-dire que non seulement c'est difficile, c'est bourré d'obstacles, c'est plein de choses trappes, mais en plus, on a une durée très très limitée pour agir. Tout ceci sans, et c'est important parce qu'on parle de l'accès au droit, ça veut dire l'accès à une défense de qualité et ça veut dire aide juridictionnelle. Pas un centime n'est ajouté et les seuils d'aide juridictionnelle sont tellement bas qu'il faut être au seuil de pauvreté pour en bénéficier. Donc tout ceci participe, si vous voulez, d'une augmentation de la difficulté d'accéder à ses droits, d'accéder à son juge et de voir son préjudice réparé. Et ça, c'est une société qui devient barbare. À vous entendre, il n'y a pas eu de gain d'apport pour les salariés à travers ces ordonnances, Isabelle Moreau ? À ce stade, je vous avoue, j'en vois pas beaucoup. Après, c'est le pari du gouvernement de faire en sorte que le dialogue social se développe dans les entreprises, que les entreprises se saisissent de sujets auxquels elles ne s'intéressaient pas auparavant. La question qui quand même se pose, c'est celle de la santé et sécurité au travail, avec notamment la disparition du CHSCT. C'est quand même une problématique qui est importante aujourd'hui en France, on en parle beaucoup. Certaines entreprises peuvent mettre en place des commissions. À ce stade, il n'y en a pas énormément et c'est vrai que c'est un sujet qui sera traité par le CSE. Donc cette grosse instance unique,
Aujourd'hui, c'est des craintes qu'on entend notamment du côté des organisations syndicales et des médecins du travail. Il faut voir comment ça va se passer sur le terrain parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous le disiez, il y a des gens qui n'ont pas de travail et il y en a qui en ont un et qui parfois ont un travail qui peut être dangereux, difficile et autre. On n'a jamais autant parlé de tout ce qui est maladie professionnelle. Il faut voir comment ça va évoluer. Est-ce que les entreprises vont se saisir aussi de ce sujet ? Il faut faire c'est le pari qu'a fait le gouvernement en réformant tout ça. J'espère qu'effectivement, derrière, ça suivra. Et dans ce contexte, la loi Pacte va arriver. Ça va être un bon complément, selon vous, Christine Lavarde, à cette réforme par ordonnance du Code du travail ? Justement, j'allais y venir. Là, effectivement, on va avoir un beau complément du travail de réforme par ordonnance, puisqu'on nous annonce encore aujourd'hui même à tout un tas de nouveaux pans de la loi qui vont finalement se traduire par des ordonnances plutôt que par un travail législatif. Donc c'est pareil, la loi Pacte, on en entend beaucoup parler. Il faut quand même savoir qu'une grosse partie de la loi va se trouver dans une traduction concrète dans la loi de finances. Donc aujourd'hui, on n'en connaît pas la teneur globale. Donc c'est difficile de se prononcer. Mais on le sait, il y aurait beaucoup de choses à faire parce que les ordonnances travail n'ont pas du tout été assez loin. C'est exactement la dialectique du en même temps. On a fait un petit peu pour satisfaire à la fois les uns et les autres. Mais typiquement, quand on parle de la durée du travail sur les 35 heures, on a ouvert la possibilité aux entreprises de venir négocier. Mais avec des garde-fous qui sont tels que de toute façon, dès que l'entreprise fait plus de 50 salariés, il faut avoir un accord de la branche pour pouvoir ouvrir. Enfin, en même temps, elles ne souhaitent pas vraiment renégocier sur les 35 heures. Et si jamais elles avaient voulu le faire, voilà, on est quand même, il n'y a pas une véritable, on n'a pas sur les seuils des entreprises. Aujourd'hui, ces histoires de seuil sont des vrais blocages. On entendait bien tout à l'heure la chef d'entreprise dire que, voilà, elle était à 48 parce qu'à 50, il y a tout un tas de nouvelles obligations qui vont se faire face à elle et que non, il vaut mieux rester à 49 plutôt que de passer à 52. Et voilà, c'est assez loin ou trop loin, Sophie Taillé-Polian, ces ordonnances, vous les jugez comment ? Oui, je pense que c'est pas du tout le modèle qui à mon avis, permettra une société plus équilibrée, plus juste, où chacun trouve sa place. Je pense que c'est une des ordonnances, c'est un travail qui va à l'encontre des droits des salariés et qui, alors effectivement, il y a un certain nombre de garde-fous qui ont été gardés, mais vous parliez de la branche. Mais sinon, ça va être la concurrence acharnée, y compris entre les entreprises. Donc oui, il faut des garde-fous, oui, il faut un encadrement pour que les choses se passent, non pas dans un état de barbarie et et de concurrence effrénée et permanente, parce que sinon c'est toujours les salariés qui finissent par en payer les pots cassés, mais dans un climat apaisé où on sait qu'il y a un certain nombre de règles et où chacun peut trouver sa place. Aujourd'hui, le problème, c'est que ces ordonnances, elles mettent en place en France le dumping social qui, je pense, n'est pas l'orientation vers laquelle il faut aller, parce que cela met en place une fragilité pour les salariés, une plus grande précarisation et donc davantage de pauvreté. On parlait du plan pauvreté. Là, on est en train d'organiser la montée en charge des travailleurs pauvres avec ce type d'ordonnance, avec ces contrats courts, ces contrats de chantier qui, j'espère, ne rencontreront pas beaucoup de succès, mais on peut craindre qu'ils le rencontrent et que donc ça précarise encore davantage. C'est un échec finalement, ces ordonnances, Isabelle Moreau. Je crois que c'est un peu tôt pour parler d'échec, parce que comme je disais, on n'est pas un an après, mais 9 mois après. Après échec, ça dépend de quel côté on se place. Je pense que les deux sénatrices n'auront pas du tout la même vision des choses. Pour l'une, ça va pas assez loin, pour l'autre, ça va. En termes de création d'emplois, puisqu'on a du mal pour l'instant à en voir les impacts. C'est très compliqué de se projeter dans l'avenir. On n'en sait rien. Et puis en plus, alors c'est vrai que c'est une réforme de long terme. Le gouvernement l'avait dit, c'est vrai que les entreprises le disent, les syndicalistes le disent, c'est du long terme. Est-ce que dans l'entreprise, les acteurs vont se saisir un petit peu de ce débat? Comment ça va se traduire? Est-ce que ça va être aussi catastrophique qu'on l'annonce? Est-ce que c'est aussi bien que vous le dites? C'est assez difficile à voir. Alors c'est très difficile aujourd'hui de le mesurer. Et après, quelle part prendront ces ordonnances si tant est qu'il y ait des créations d'emplois massives? C'est vrai qu'il y a la loi Pacte, il y a beaucoup de réformes qui sont menées tambour battant. Là, il y avait la réforme Avenir professionnel sur la formation. Il y en a d'autres qui sont en cours. C'est très difficile. Je pense qu'aujourd'hui, dire ça a marché ou ça ne marche pas. D'ailleurs, le gouvernement est assez prudent sur ce sujet. Il n'a pas dit que ça fonctionnait. Une réforme en cours, rapidement, Sophie Taillé-Polian? Oui, juste pour dire que si on veut relancer l'économie,
ce n'est pas en appliquant ces politiques de dumping social, c'est en poussant les entreprises à investir, à monter en gamme, qu'on relancera l'économie française et qu'elle trouvera une place renouvelée dans l'économie mondiale. Eh bien, merci à vous, Sophie Taillé-Polian. Merci, Rachel Sada. Merci, Isabelle Moreau. Merci, Christine Lavarde, d'être venue sur ce plateau.